Bien sûr, là, le buffet d'orgue, les tableaux ne sont pas classés, le Tivoli est classé, mais bon, plus tard. Voilà les retombées de la tribune d'orgue, qui sont un prophète, puis un jeune, ça c'est ce qu'on appelle, en fait, vu leur tenue où ils sont un petit peu accroupis, en général, on appelle ça des marmousets, et ils sont souvent, ces personnages, accroupis sous les statues, donc sous les pieds de Saint-Pierre, Saint-Paul, comme un culot qui recevrait le personnage. Là, c'est juste sur le national. Je suis spécialiste vitrail, donc je ne vais pas trop parler de vitrail parce que sinon j'en ai pour toute la soirée. Roselyne va parler après. C'est le vitrail central, donc la belle axe, au-dessus de l'autel. Il est en deux parties. Une partie ancienne, ici, là, tout autour là, qui est donc en gros jaune et blanc, ce qu'on appelle du jaune d'argent. C'est un sel d'argent que l'on met sur le verre et à la cuisson, il va rentrer dans le verre. Si vous passez le doigt, vous ne sentez pas du tout que c'est peint, il n'y a pas d'épaisseur. Hein. Et c'est un vitrail qui date des années 1520-1530, c'est l'époque où on n'a plus envie de la couleur que l'on avait au début du XVIe siècle, on a envie de voir l'édifice, on a envie de voir plus clair dans l'église, et on a un courant qui ne dure pas très longtemps, hein, qui dure jusqu'aux années 1550, on a envie de voir des vitraux clairs. Donc là, c'est tout à fait ce témoignage-là que vous avez au centre. Je ne sais pas ce qu'il y avait autour, il y avait sûrement quelque chose autour, qui a été détruit et on a rajouté au XIXe siècle ce qu'on appelle une grisaille décorative, c'est-à-dire des éléments peints ici en gris avec des verres de couleur, des filets jaune, rouge, bleu, pour animer un petit peu cette partie centrale, pour pas que ce soit juste une vitre, parce que l'idée c'est de ne pas voir au travers, puisqu'on est censé prier dans une église, si on vous voit prier, c'est gênant, et si vous voyez à l'extérieur, vous allez prier moins. Donc il faut que ce soit une clôture. Et c'est pour ça que ce vitrail a été agrandi à la fenêtre de l'église. Vous avez 16e et 19e. Les autres vitraux de l'église sont tous du 19e siècle. Je n'ai pas de couleur. Ce que j'ai trouvé intéressant peut-être pour vous, parce que je ne connais pas vos noms, mais c'est donné par Madame Le Mercier, par exemple. Donc les vitraux sont très souvent donnés par les paroissiens qui aiment montrer le geste qu'ils ont fait. Parce que c'est à la fois une façon de se présenter comme quelqu'un de fortuné, parce que ça coûte cher de donner un vitrail, et puis c'est aussi une façon de montrer sa dévotion. Alors en général, là c'est Sainte Marguerite, il est probable que Madame Le Mercier s'appelle Marguerite Le Mercier. Et elle a offert un vitrail à sa sainte patronne. C'est souvent le cas. Voilà les autres vitraux de l'église. Ici Saint-Joseph. Alors Saint-Joseph, c'est pas forcément un monsieur qui s'appelle Joseph qui donne, Saint-Joseph est très présenté. Et là, la visitation avec toute une dédicace aussi, que je ne dis pas, mais ça, ce sont des vitraux typiquement du 19e siècle, qui sont ce qu'on appelle des vitraux mixtes, en ce sens qu'il y a un panneau figuratif, ici, là et là, et le reste, c'est des choses qui sont faites beaucoup plus rapidement, on appelle à la pige, c'est-à-dire que c'est fait très vite, avec une découpe très rapide, avec un pochoir, où on arrive à répéter le même motif, donc ça fait plus vite, mais il faut quand même les cuire, si c'est pas cuit, ça ne tient pas, hein. Chaque petit morceau va être cuit, et après il va être mis en fond. Dans l'église, vous avez une dalle funéraire que je vous montre ici, mais il y en a en fait au moins 15 qui sont très anciennes. Je vous montre ici parce que la photo était à peu près lisible, parce que sur beaucoup on n'arrive plus à lire. Donc c'est Guillaume et Johanne Lefebvre ici, qui sont chacun décédés, avec leur visage et leurs mains qui sont en marbre. Leurs enfants, ici on les voit mal, il y en a deux là, un quatrième ici, vous voyez seulement celui-là. Et ceci qui m'a intéressé parce que ça veut dire que cette dalle a été utilisée comme autel. Alors, à quelle époque, je ne sais pas. Forcément, Pierre, on est rentré 1504. Et c'est l'endroit où on met la pierre sacrée de l'autel. Vous savez, tout autel, même s'il est en bois, doit avoir une réserve dans laquelle on met une pierre qui est bénie, qui a 4 petites croix ou 4 angles, et qui est bénie par le Saint-Crème, et qui est à peu près de cette taille-là par rapport à l'autel, et qui est juste devant le prêtre. Hein. Maintenant, le prêtre est en face à nous, il est devant lui ici. Donc cette dalle, c'était des dalles qui faisaient le sol de l'église. Jusqu'en 1787, on enterrait dans l'église les gens fortunés et puis tous les clercs et les religieux qui étaient là. Tandis qu'il y a une ordonnance royale en 1787 qui interdit d'enterrer dans l'église. Donc on a ici à Bagneux mis un cimetière sous l'église, et puis après ça, enfin sous l'église, en avant de l'église mais en dessous. Et puis après ça, sous la place de l'Empierre jusqu'en 1866, et à partir de 1866, on a repoussé un petit peu, il est allé vers la rue Garlande, vers le
Paris actuel. Hein. C'est dans toutes les communes comme ça. Il y avait un cimetière, d'abord on enterrait dans l'église, peu après on enterrait autour de l'église, et finalement on a fait un cimetière à l'extérieur. Alors, je ne peux pas vous montrer tous les objets qu'il y avait dans la sacristie. Je sais que j'ai fait 30 fiches, donc 30 fiches comme vous a montré tout à l'heure Corinne, qui déclinent, qui photographient, qui expliquent chaque élément. Bien sûr, il y a des calices, notamment un qui est par, je crois, Marie Thierry, qui est un Orvestanov, on a bien son prénom, qui est un orfèvre parisien du 19e. Je n'ai rien trouvé de porteur du 19e. Ce qui est normal en Ile-de-France, tout en général, a disparu. Par contre, vous avez une pertuisane, et ça, c'est très rare, c'est donc la hallebarde des Suisses. Vous savez qu'il y avait des garnisons de Suisse ici, que dans les églises, autrefois, il y avait un Suisse qui avait un claquois et qui avait cette pertuisane, et qui donnait le signal de se mettre debout, se mettre à genoux. Et il en reste une qui est très décorée, qui est 19e, ça, elle a été vérifiée longtemps, 19e, mais qui a un décor ici, vous voyez peut-être, de David tenant la tête de Goliath. Ici. Voilà. Donc c'est des décors qu'on appelle à la Bérin, c'est des dessins de gravure du XVIe siècle, et c'est probablement inspiré de ces gravures-là. Je ne vous ai pas mis la gravure à côté parce qu'on n'a pas trouvé la gravure exactement dont il se serait inspiré, mais c'est ce style de gravure. C'est très chargé, c'est bien sûr une pertusane, c'est uniquement décoratif, il n'est jamais utilisé comme arme. Alors à côté de l'église, vous avez l'ancien presbytère qui a été remodelé, revérifié, complété plutôt. L'ancien presbytère qui datait de 1760 et qui a été vendu comme bien national et acquis par le général Masséna en 1808, non pas tellement pour lui, mais surtout pour y loger sa maîtresse dans un décor assez magnifique. Alors voilà le salon, il y a aussi un petit boudoir bien sûr qui empiète sur ce salon. Et je crois que j'ai une rampe d'escalier de 1760 avec ici les initiales du fondateur du presbytère qui s'appelait Chaban de Rhodes, son prénom. Johan Chaban de Rhodes. Donc vous avez J-C-R. Ici J, le C qui est là, et puis R. Ça, c'est 1860, vers 1860, on pense que ça doit être la date de cette rampe. Et en 1808, voilà la personne qui habitait avec sa sœur, d'ailleurs, j'ai oublié son prénom, les lieux. Il s'appelait Eugénie Monique, il était danseuse à l'opéra. Malheureusement, à l'époque, la peinture était très abîmée, c'est peint directement sur une boiserie. Vous voyez que c'est très fendu. Je ne suis pas retournée, je ne sais pas si c'est cassé. Ça existe toujours, mais c'est toujours fendu. C'est toujours fendu, pas plus. C'est peut-être les couleurs. Et voilà le genre de décor qu'il y a dans le salon que vous avez aperçu tout à l'heure, donc un décor tout à fait des années 1800-1820. Dans le jardin, on trouve des éléments des Tuileries. Alors ça, il y en a 5 ou 6 en Ile-de-France. J'ai la liste de ceux que l'inventaire a révélé, parce que c'est aussi le travail que nous faisons. Donc si ça vous intéresse, je peux vous dire, il y en a d'autres. Très souvent, ce sont les colonnes baillées, hein, les Tuileries que l'on récupère. Là, en regardant bien, il y avait une colonne baillée sous le pas ici, mais dans la végétation. Donc, ça m'a alerté pour me dire que c'était des choses de Tuileries. Et en comparant avec des documents sur les Tuileries, j'ai trouvé qu'en effet, ça appartenait aux Tuileries. Alors, il y en a d'autres aux Essarts-le-Roi, dans 78. Il y en a un au château de Verduron, à Marne-le-Roi. Il y en a d'autres au manoir des Blancs-Manteaux, j'imagine. Des Blancs-Manteaux à Brie-sur-Marne. Il y en a dans la vallée de Chevreuse, le château dit Clairaut, tout à fait par hasard. Il y en a un en bas du musée que je dirige, dans le palais de Trocadéro, en bas, dans les jardins. Donc, vous voyez, on en trouve partout. Quand on a l'œil attiré, parce qu'au départ, on se voyait tout ça. Alors, nous allons passer, il faut que cette photo soit là. Bon, c'est pas grave. Alors, nous passons par les 3 grands domaines que je voulais vous présenter à la maison Guitry-Richelieu, dans lequel il y a cette glacière, vous savez, un spécialiste de glacière, qui s'appelle M. Martin, qui a publié, je crois, sur les glacières, et notamment celle de Bagneux, puisqu'il était venu la voir avec moi. Là, c'est donc ce tumulus qui indique quelque chose, c'est vraiment un mystère, et puis quand il y a une porte, on rentre dessous, et voilà l'intérieur. C'est une glacière qui date quand même du 18e, hein, donc
en a, donc c'est un ouvrage qui est publié sur les glaciers, il y en a pas mal aux environs de Paris, elles ne sont pas forcément repérées. Je crois que maintenant c'est pas repéré, mais l'inventaire a permis des découvertes de glaciers. Celle-là n'était pas spécialement connue. Je suis étonnée de l'emplacement de mes photos, parce que nous partons à Montmarronnier. Je suis désolée, il était là. Alors, les marronniers, en fait, c'est un élément du 18e, complété au 19e. L'élément du 18e, vous voyez mal, c'est pas les mêmes barres. Ici, c'est complètement 19e et fait un peu identique, on n'a pas choqué. Et ici, vous avez un regard, un ridicule pour les eaux que je vais vous présenter. Et ce domaine était très important et il va générer une école par la suite. C'est pour ça que je voulais vous mettre l'école Saint-Gabriel. Mais au départ, c'était pas ça du tout, c'était seulement la villa Les Marronniers. C'était seulement la villa Les Marronniers. L'école Saint-Gabriel, vous allez voir, c'est plus loin. Mais actuellement, nous devons mettre les titres, toutes les appellations successives de l'édifice. Hein. Voilà ce dont je vous parlais, ce regard qui permet donc d'aller voir la localisation. C'est dans ce jardin que se trouve un gnomon. Alors j'ai vu qu'il y en avait un à l'entrée ici, mais ce n'est pas celui-là. Celui-là n'existe plus. Alors celui-ci, il était dans le jardin des Marronniers et à droite. Et il a été déplacé peu de temps après notre passage, je suis revenue un an après, contre un radiateur, ce qui n'était pas génial, à l'intérieur. Hein. Il a disparu. Il est complètement éclaté. Ben oui. Bon, c'est navrant. Alors vous savez, le principe du gnomon, c'est des deux arceaux gradués, qui bien sûr ne bougent pas, qui sont soudés entre eux, et avec la lumière qui intervient dessus, vous pouvez... c'est un outil d'astrologie en fait. Hein. Heureusement que vous avez mis l'autre à l'abri, là aussi je comprends bien. Ah oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai un grand souci, moi je suis à l'intérieur des Marronniers, à l'intérieur de la maison, cette fois on était dans le jardin, là on est à l'intérieur des Marronniers. Les Marronniers ont été agrandis en 1889 jusqu'à 1900 par l'architecte Louis-Charles Boileau, qui est venu habiter là en plus. Louis-Charles Boileau est connu à Paris pour tout ce qu'il a fait. Et là, il a demandé un décor. Il semble que ce soit lui qui ait fait ce décor. C'est lui qui a repris, qui a remanié. Contrairement au plafond qui est décoré par quelqu'un d'autre. Donc là, ça représente les Marronniers, hein, tout simplement. Voilà, tout est décoré. Bon, je vous ai mis la première en couleur pour que vous ayez une idée de la couleur générale. Là, c'est en noir et blanc. C'était le beau-père du maire de l'époque. C'était le beau-père du maire de l'époque. Ah, et le B renvoie à Boileau, justement. Hein. Enfin, pour nous, Louis-Charles Boileau est un architecte très c'est lui qui a fait les... renommé C'est lui qui travaillait pour le Bon Marché, pour la famille du Bon Marché. D'accord. Bon, voilà tout le décor intérieur. Je ne vais pas vous décrire. Et voilà le plafond qui n'est pas de lui, qui est peut-être un peu plus fin comme décor, qui est inspiré en atlantique et qui est le plafond peint par Ledoux, cette fois, Henri Ledoux, pas l'architecte, c'est le peintre, et qui représente le jugement de Paris. Donc vous avez ici. C'est l'intérieur. Je vous ai mis la photo entière à gauche en noir et blanc, mais vous avez la tonalité à droite. Ça n'a pas été massacré, ça. Voilà, l'école qui a été construite par la suite. Donc c'était d'abord l'école normale de l'enseignement du diocèse de Paris, sur une parcelle de cette villa des Marronniers. Vous avez le dessin de Werner ici. Ça doit être un grand séminaire et ça doit être un fiasco. Et puis ici, la façade qui restait. Ça doit être un grand séminaire et ça a été un fiasco. Il n'y a plus de vocation. Oui. Maintenant, nous sommes à la maison de Richelieu. Richelieu, vu sa politique, avait besoin de maintenir à l'écart certains personnages et puis aussi pour sa politique personnelle. Donc ici, c'était surtout le monsieur de Bénicourt qui habitait là, enfin monsieur de Bénicourt qui habitait là et qui en fait était plus ou moins son éminence grise, d'après ce que j'ai compris dans le texte. C'est aussi devenu une école, si je me trompe. C'est école maternelle. C'est un... Et ça, c'est ce qu'on voit juste à côté, ça. Maintenant, oui, c'est le conservatoire de musique et de Vous danse. l'avez juste à côté. Parc.
Depuis 2006. C'est restauré. C'est resté ça. Restauré. Dans le parc Richelieu, et c'est On est dans 70. On a découvert en arrêtant la forme. Le Oui, il y a des plafond. poutres. Alors moi, je n'avais pas pu rentrer. Il y a un Ah, plafond. Un plafond magnifique. À la française. Ah bah oui. J'attends fallait voir. En fait, Mais c'était bouché, c'était bouché. Voilà. En fait, c'est un bâtiment du C'est 17e magnifique. qui a été remanié à la suite de la guerre de 70. D'accord. Bah oui, j'ai pas de la voir. Alors c'est celui-là dont vous avez la copie dans la. Alors là, non, le vrai, là, c'est celui qui est à l'entrée, là, les Dont la copie Bien. est dans le jardin, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Et la copie, Alors c'est moi en Ile-de-France, en tout cas je me suis fait 3 communes, c'est la seule fois où j'ai découvert des gnomes. Il n'y en a pas ailleurs. Alors on sait qu'il y avait un astronome très connu qui s'habitait ici, c'est Fortin, mais c'est plus tard. Donc je ne sais pas pourquoi on a ces. Je ne sais pas pourquoi on a ces gnomes ici, mais c'est très spectaculaire. C'est super. Alors, ça a été attribué par certains auteurs à Coisvox. Je n'en ai trouvé aucune preuve, mais pourquoi pas la statue était très belle, mais vous savez, dès qu'il y a une belle statue, on a tendance à l'attribuer au personnage le plus connu de l'époque. Donc, personnellement, je vous ai mis point d'interrogation parce que moi, je ne l'ai pas attribué à Coisvox personnellement. Je ne suis pas spécialiste de Coisvox non plus. Donc, je pense que ça existe encore, c'est encore Oui, dans ça ces existe états-là. encore. Oui, il faudra faire quelque chose pour ça. 15 minutes. Alors, à côté de ces 3 grands domaines qui sont quand même de toute façon qui ont existé sans l'inventaire, très connus et qui ont été publiés sans que l'inventaire s'en occupe vraiment, le rôle de l'inventaire, c'est aussi de découvrir ce patrimoine plus proche de nous tous, qui est un patrimoine plus récemment construit et qui témoigne de la vie, finalement, et de la population de Bagnères. Alors, ces petites maisons sont des maisons que j'ai repérées, j'en ai vu 160 que j'ai étudiées et pour lesquelles, après les avoir vues, et photographiées rapidement, je suis revenue et j'ai complété une grille, ce qu'on appelle une grille de terrain, sur lesquelles nous indiquons le nombre d'étages, le matériau, le nombre de travées, la travée c'est en vertical, encore la forme du toit, savoir si c'est une maison qui est en milieu de parcelle, directement sur la rue, ou si elle est en fond de parcelle avec un jardin. Donc on fait ce qu'on appelle une typologie des maisons les plus courantes de la commune. Il peut en avoir une, il peut en avoir 2 ou 3. Et finalement, à Bagneux, ce que j'ai trouvé sur ces 160, j'en ai retenu 11 que j'ai étudié plus à fond, j'en ai retenu 11. Là, je vous en présente 4 sur ces 2-là et les 2 suivants. Et il s'est avéré que la meulière était utilisée à 48%. Sur les enduits comme 40. Et puis après, vous aviez la brique enduite, alors là c'est 42%, et puis je ne sais plus, il reste un petit pourcentage de pierre de taille, bien sûr, pierre de taille pour les façades des grands domaines que vous avez vus, mais la plupart des maisons c'était meulière et brique enduite. Je crois que j'en ai une en brique après, voilà, encore une en meulière, mais c'est là où, pour l'inventaire, c'est important, cette maison-là, je ne me souviens plus de l'adresse, en réalité, il faut la compter là, parce que ça c'est un rajout. Sur le cadastre, on le voit et on le note. Mais si je note le nombre de travées, et ben c'est les 3 travées tout à fait symétriques par rapport à l'entrée. Ceci, c'est donc un ajout de la maison. Donc ça, par contre, la petite maison qui est là, alors ça c'est une maison qui est sur une rue qui est je peux en prendre si vous voulez. Donc le rez-de-chaussée se trouve en fait en contrebas de l'autre côté de la rue. Et c'est une maison dont le décor est ma foi c'est de la brique peinte, un petit décor, ce ne sont pas des grecs, je sais pas, c'est des petits carreaux, qui est très soigné pour cette petite maison qui est Voilà le genre de maison pierre de taille, mais c'est une maison qui en fait est un plaquage. C'est la pierre de taille, c'est pas épais du tout, c'est pas de la vraie pierre de taille, c'est un plaquage enduit sur de la brique, à part le chaînage. Le chaînage, c'est ces pierres d'angle là qui sont là. Alors, il y a parmi toutes ces maisons, il y a une maison qui sort du lot, tout simplement parce que son architecte est connu, que c'est déjà repéré. André Lursac, que vous devez connaître, c'est le frère du peintre, André Lursac, qui a construit cette villa pour un monsieur Michel Gilbert. Il se trouve que là où je suis maintenant, nous avons tous les plans et tous les documents de cette maison. Je ne savais pas du tout que j'allais venir travailler là où je suis. Donc j'étais venue chercher les documents à Paris, à l'Institut français d'architecture, où on a toutes les commandes, toute la documentation pour cette maison. Donc je vais vous la présenter parce que j'avais pu rentrer.
Alors ça, c'est l'arrière de la façade, donc on rentre par la porte d'entrée, c'est comme si vous alliez sortir, hein, si vous voulez. Et voilà surtout la terrasse, hein. Une terrasse qui est complètement années 30, c'est tout à fait le style des années 30, c'est en béton. Voilà, avec une loggia. Alors c'est vrai qu'on n'attend pas du tout ça. Quand on a vu les petites mesures en mobilière de tout à l'heure, on ne s'attend pas du tout à ce qu'il y ait un monument de cette envergure. La population de Bagneux s'est augmentée considérablement, comme dans toute l'Île-de-France. Il y a une démographie galopante. Les chiffres que j'avais, étaient qu'à Bagneux même, il y a eu 600 habitants supplémentaires entre 1911 et 1921. Par contre, pourquoi c'est 1, vous allez voir un pourcentage à ce moment-là. Par contre, de 1921 à 1931, il y a eu 4500 habitants supplémentaires. Donc, il y a une démographie énorme. Dans toute l'Île-de-France, il y a eu, dans la même décennie, c'est-à-dire 11-21, je crois me rappeler que c'est 3000 habitants supplémentaires, mais il y en a eu 950 000 dans la décennie 20-30. Donc, vous voyez, il y a eu partout un afflux de population. Donc, il fallait les loger, il a fallu aussi s'occuper de les nourrir. Et pour les loger, il y a eu des grands ensembles. D'abord, des lotissements qui étaient des lotissements assez simples, faits par les propriétaires directement. Hein, je crois que c'est la Villa des Marronniers. Non, c'est la Villa Garlande qui s'est lotie à partir de 1859. Bon, maintenant, il n'y a plus rien depuis Villa Garlande, il reste que le nom de la rue. Mais il y a eu un lotissement dès 1859, donc très tôt. Ici, c'est Baudouin et Lotz qui ont construit cet ensemble. Il fallait loger quand même 4500 personnes et il y a eu 800 appartements, 600 appartements et 200 le reste des petites maisons individuelles. Donc c'est la première fois qu'on emploie du béton sur un matériel préfabriqué. Donc c'est le début des grands ensembles faits à la chaîne, si on peut dire. Il y a eu besoin d'une réhabilitation parce que c'était des immeubles à bon marché, comme on dit, des HPN. Donc il a fallu les entretenir, ce qui n'était pas suffisant, donc ils ont été réhabilités. C'est pareil, on a les plans de tout ça, parce que Baudouin et Lotz, Baudouin travaillait tout seul, hein, il s'est associé à Lotz temps là, je crois que c'est 1925. Et Baudouin est pris de Rome, il a fait quand même pas mal de choses tout seul. Baudouin et Lotz ont fait énormément de logements sociaux dans d'autres communes, pas forcément dans les Hauts-de-Seine. Alors j'ai plusieurs vues qui sont extraites, je crois, de leur revue d'architecture. C'est pas des photos qui sont sur place. Vous allez voir, ça a un petit peu changé. Voilà, je vous ai dit 800 logements, pardon, c'était 848. Alors savez-vous pourquoi on l'appelle aussi cité des oiseaux, le champ des oiseaux? Parce que le terrain avait je pense que c'est vrai, hein, le terrain avait des constructions très précaires qui vont toutes brûler le jour où Lindbergh a traversé la Manche. Donc on l'a appelé cité Lindbergh et puis cité des oiseaux, en pensant que la fumée allait voir des oiseaux sur l'île. Le champ des oiseaux, PS des oiseaux, on l'appelle aussi cité des oiseaux, en rapport avec ce jour. Je ne sais pas quel jour c'est exactement. Voilà. La photo que nous avons prise en 95, vous voyez que ça a été réhabilité, il y a des panneaux sur la salle, comme un carreau et tout, et ça doit encore rester, j'imagine. La nouveauté, c'était cette galerie sur pilotis en béton, hein, complètement en avant, et surtout, à Bagneux, les lotissements n'étaient peut-être des petites maisons plus que des petits immeubles, disons. Hein. Alors, non seulement il fallait cette population, il fallait la loger, mais il fallait aussi l'éduquer. Il y avait des enfants, bien sûr, qui arrivaient. Donc, ont été construits des groupes scolaires comme le groupe Henri Barbus, qui existe toujours. Je suis passée devant en voiture, donc ça, je sais. Par Louis Joly, qui est un architecte qui a travaillé dans d'autres communes des Hauts-de-Seine, notamment à Clamart. Donc, ça, il utilise beaucoup, et le même chose à Clamart, de la brique silico-calcaire. Donc, ce n'est pas une brique de Bourgogne qui soit rouge, c'est une brique qui est blanc-jaune un peu. Hein. Et ça tient très bien, parce que j'ai vu que c'est donc ça a la forme d'un U, vous en voyez ici, ça tourne là-bas au fond, et hop, ça revient. Un bâtiment des garçons ici et des filles là-bas. Puis au milieu, un mur. À l'intérieur, il y a un décor années 30. Alors on a pour habitude d'essayer de rentrer quand on fait l'inventaire, au moins voir l'escalier, une cheminée, comme c'est chez la particulière, des éléments qui sont structurants pour la maison. Et là, vous avez un décor années 30 qui est tout à fait révélateur de cette époque-là, en 1932, c'est aussi leur déco.
existe aussi sur simplement cette place d'Ampierre où il y avait un kiosque qui est fait dans les années 30 avec aussi cette avancée arrondie qui correspond tout à fait à ce qu'on fait dans les années 30. Je crois que c'est bien partout ici maintenant. Les Charpentiers de Paris, alors là je n'ai pas tout le bâtiment, je n'ai que la façade. Donc vous voyez qu'on sort aussi de l'habitat. On regarde aussi ce qu'il y a comme industrie ou ce qu'il va y avoir comme artisanat. Ici, les Charpentiers de Paris sont venus s'installer ici en 1969. Ils étaient avant rue de Vaugirard depuis 1893. Ils sont venus en 69 ici et ils ont apporté cette porte qui date des années 1940 et qui est vue à la Griffoule. La Griffoule, vous le connaissez tous sans peut-être le savoir, c'est un graveur de monnaie et c'est celui qui a dessiné ces pièces. Alors c'était des francs, des pièces de francs où il y avait la tête de la sonneuse. Les pièces de 20 centimes par exemple, jaunes, les pièces jaunes. C'était la Griffoule qui dessinait toutes ces pièces-là. Henri la Griffoule. Donc vous voyez, lui, il est l'auteur de cette carte-là. Nous n'avons pas oublié, en faisant l'inventaire, bien sûr, l'histoire des carrières de Bagneux, parce que nous avons mis dans les dossiers tout ce qui était des carrières, le plan des carrières que l'on trouve à Paris, le plan des carrières de Bagneux, et puis le treuil, bien sûr. Alors je ne sais pas, moi, quand je venais, il jouait il marchait à l'époque des journées du patrimoine. Est-ce qu'il est toujours mis en fonction une fois par an? Oui. Oui. Pour la journée du patrimoine mis en fonction. Oui. Et même les amis de Bagneux vont y aller le samedi 19 octobre, Oui. le visiter. Voilà. Ah, Il est à Châtillon. À Châtillon. Il est à Châtillon. Oui. Il y en avait à Bagneux, non? Il y en avait un à Bagneux. Oui, oui. Il est à Bagneux, sur la route de Châtillon. Alors peut-être C'est que. celui-là. On va voir. C'est peut-être le même. Châtillon. C'est peut-être le Non, même. ça c'est celui de Bagneux. Bah, normalement, c'est-à-dire que c'est sur la route de Châtillon. Alors peut-être que maintenant, Ah oui. c'est la commune de Châtillon. Mais moi, quand je l'ai vu, il était sur la commune de Non, Bagneux. ça n'a pas changé. 94. Il n'y en avait pas à Bagneux. Il n'y avait pas à Bagneux? Non, c'était à Châtillon. Alors regardez, Pardon. il est rangé, je peux vous dire, sur les dossiers Il n'y Bagneux. en avait pas à Bagneux en Ah, 94. C'est une erreur. C'est celui de Il y Châtillon. en a un chez Lyon. Il y en a un à Châtillon. Oui. Et il n'est pas. Rue Ampère. Ah oui, c'est important. Et c'est l'association Rempart qui s'en occupe. C'est Châtillon et c'est près du cimetière de Châtillon. Ah oui, bah, c'est ça. Alors, on l'a oublié. C'est à C'est une Châtillon. erreur, je passe. Mais à Bagneux, il y en a plus. C'est une erreur de ma part. Je Il y en a ne vais pas une. être dans ces dossiers-là parce qu'il est rangé à Bagneux. C'est pas très loin, mais c'est pas ça. Il y avait un dépôt de C'était tram. Châtillon sous Bagneux, c'est peut-être pour ça. Oui, mais c'est fini, Châtillon. Non, mais c'était pour ça aussi. Autrefois, c'était comme ça. Oui. C'est fini. Le dépôt de tram, vous savez qu'il y a eu un tram. Maintenant, ça revient à la mode, les trams. En 1900. Paul, exactement, c'était 1900 le tram arrêté. Et il y avait ces hangars pour brancher les trams. Ils existent Après les toujours. trams, vous avez eu aussi toute cette centrale électrique et tout ce matériel ferroviaire qui était conservé. Et il y avait la rotonde où on venait, les trains venaient faire le demi-tour. Alors la rotonde est détruite, hein, je ne sais pas mis la photo, mais je vous ai mis le hangar, qui en 94 restait, je ne sais pas s'il reste encore, où se réparent quand même les trains de banlieue parisienne. Et puis ce fameux pont des Suisses, alors là aussi, il peut être sur Châtillon parce qu'il est sur le Ah, c'est la limite, exactement. Mais je pensais que le treuil était encore sur la limite. Voilà, il fait la limite avec Châtillon. Si, sur Et c'est un pont sur le chemin de fer. la- Voilà, alors je ne vous ai pas présenté tout ce que j'ai trouvé à Bagneux, je vous ai présenté l'essentiel parce que sinon il y en avait peut-être pour 3 heures. Hein. Ça a donné lieu à 80 notices que vous pouvez voir, lire en allant sur les bases où vous allez en fait culture.fr, architecture et patrimoine et vous arrivez sur Palissy-Mérimée, vous choisissez ou vous tapez Bagneux et avec un peu de chance vous avez la réponse des bases du ministère de la Culture. Je marque toujours. Cliquez et vous arrivez sur ce notice. Et je crois que, enfin pour moi, je vois, parce que j'ai un regard maintenant différent, puisque je suis sortie de ce service, donc j'ai un regard qui n'est plus le nez sur le guidon en train de faire mes fiches, j'ai un regard plus extérieur peut-être, et je me rends compte que c'était l'occasion, de rencontrer les habitants, parce que nous allons toujours voir les habitants, je ne sais pas si je vous ai rencontré, je ne sais pas. Nous allions toujours voir les habitants parce qu'on voulait rentrer dans leur maison, on voulait faire des photos à l'arrière de leur maison, très souvent. Et quelquefois, si la maison nous intéressait, quand on la sélectionnait, on voulait faire la photo d'escalier, on voulait faire la photo d'une cheminée qui serait d'époque. Donc on a eu un contact avec les habitants. Souvent, c'est des rencontres éphémères, mais très intéressantes. Et donc, étudier l'inventaire, c'est étudier aussi l'évolution de l'habitat
dans une même commune. Le fait de rencontrer les habitants, c'est tout simplement aussi être en lien avec la sociologie, l'ethnologie, et je crois que l'inventaire offre ce carrefour finalement de l'histoire de l'art, et aussi de tout ce qui va être sociologie, et j'ai trouvé que ça, on l'avait moins quand on travaille comme je travaille maintenant dans un musée, avec des œuvres à conserver. On n'a pas ce rapport avec les gens qui vont, entre guillemets, utiliser ce patrimoine qui est vôtre, hein, c'est pas le nôtre, c'est le vôtre, nous on vient l'admirer, le protéger, essayer de le faire connaître, mais c'est votre patrimoine à vous. Et c'est quelque chose que l'on a, quand on participe à l'inventaire, on se rend bien compte de ça parce qu'on est tout le temps en contact avec le terrain. Après, il y a la documentation, après c'est archivé, il y a tout un travail. Mais quand on travaille dans un musée, comme je le suis, on est dans le musée. Et les œuvres n'appartiennent pas aux visiteurs, ils sont au musée. Donc, et vous voyez, je ne sais pas si vous sentez la différence, mais il y a une notion sociologique que l'on a que vraiment à l'inventaire. Ouais. Peut-être au monument historique également. Voilà, je vous remercie. Merci. Un peu de temps, je reprends la parole. Donc, je voudrais justement vous montrer le métier de conservateur de l'inventaire. C'est vraiment un métier passionnant. J'espère que ça va s'ouvrir, parce que c'est et on part à la découverte d'un territoire en fait. C'est ça qui est vraiment tout à fait intéressant. Donc, pardon, je ne sais pas faire à la fois. Je ne sais pas comme il y a un peu de monde, je ne sais pas que je suis là. Donc, je reviens là où je m'étais arrêtée. Voilà. Je voudrais vous montrer. Là, on sort de Bagneux en fait, mais on reste en Île-de-France. Et moi, comme je travaille sur les Yvelines, c'est plutôt sur les Yvelines que je vais vous emmener pour vous montrer toutes les découvertes qu'on peut faire. Alors, à dessin, je vous ai mis cette photographie avec le titre La Vigne. Donc, vous êtes bien en Île-de-France. Vous êtes dans un territoire qui s'appelle la Boucle de Moissan, qui se trouve tout à fait aux confins de l'Île-de-France et de la Normandie. Et ce territoire-là était voué à la vigne, comme ça ne se voit pas du tout sur la photographie aujourd'hui, parce que la vigne, vous le savez bien, était vraiment une activité extrêmement importante sur le territoire francilien, et donc qui a façonné le paysage. Alors pour vous situer, donc voilà, Paris se trouve ici, donc et vous avez la Seine qui méandre, et la boucle de Moisson dont je vous parle est ici. Donc vous voyez, on est encore en Île-de-France, au confluent des deux. Cette belle carte, c'est la carte de Cassini, qui est vraiment une carte que tous ceux qui étudient le patrimoine connaissent bien. Donc voilà un zoom sur cette boucle de Moisson, au pied de laquelle se trouve Rosny-sur-Seine, que peut-être vous connaissez, et puis ici de l'autre côté, mais en Val d'Oise, le château de la Roche-Guyon. Donc c'est pour vous situer les choses. Donc cette carte de Cassini, elle date du milieu du XVIIIe siècle, et donc elle montre que la forêt n'était pas aussi étendue qu'elle l'est aujourd'hui, et que sur ces coteaux ici se trouvait de la vigne. Donc voilà une carte du début du XIXe siècle, carte d'état-major, qui vous montre aussi que la forêt était circonscrite ici, et qu'ailleurs il y avait de la vigne. Et voilà des photographies et des cartes postales en fait du début du XXe siècle qui montrent aussi que le coteau était encore. Alors là, on est un peu à la fin de la vigne, mais il n'était pas encore complètement envahi par la végétation comme il est aujourd'hui. Là, c'est une photographie de Méricourt, donc un hameau, enfin un village plutôt qui est aujourd'hui. Le hameau de Mousseau aussi. Je vous le présente parce que ça c'est un petit aparté, et vous voyez il a une église ici, le 19e, mais il a cette église ici qui est tout à fait atypique en fait, et c'est pour vous montrer que le travail d'inventaire c'est vraiment un travail de découverte incessante. Donc lorsque j'ai préparé le terrain, je suis allée voir ce beau cadastre qui est le cadastre napoléonien qui date de 1820, et je trouvais quand même assez bizarre de voir qu'il y avait un chemin qui passait sur le toit de l'église. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est tout simplement que à Mousseau, il y avait une église troglodytique. Donc voici le clocher ici,
Et donc le chemin qui est en question, en fait, l'église est représentée de manière schématique, mais l'église était taillée dans le rocher. Et là, quand on se met tout, on voit le vestige de l'église. L'église actuelle a été reconstruite devant. Donc on passe au-dessus ici, et on est sur le toit de l'église en quelque sorte. Et quand on est en bas, on voit ici le trou du clocher donc, qui sort ici. C'est quand même assez exceptionnel. Hein, c'est imprévu, c'est des découvertes du terrain. Alors un autre exemple aussi, toujours dans ce même territoire qui était voué à la ville, ce sont tous ces celliers troglodytiques qui se trouvent à l'arrière. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, les villages, ils ont deux fronts. Ils ont un front bâti qui est sur la rue, et puis un front arrière avec des celliers, que je vais vous montrer. Ce paysage de vigne, Balzac disait que c'était un paysage divisé à l'infini. Alors je ne sais pas si vous voyez, malheureusement la photo est un peu claire, mais toutes les lignes qui indiquent un territoire de vigne, il se reconnaît au fait que les parcelles sont très longues et très étroites. Parce qu'au moment des partages, on ne coupe pas n'importe comment, en fait on divise toujours le terrain dans le sens de la longueur, un pour qu'il y ait un accès des deux côtés, et deux pour avoir la meilleure terre possible, en fait, la terre et la meilleure exposition possible. Donc voilà ce que c'était le territoire de ces communes que je vous ai montrées, divisées à l'infini, aujourd'hui couvertes de forêt. Alors, la vigne, donc j'ai mis Bagneux ici pour que vous voyez les chiffres. L'histoire de la vigne est bien connue grâce à un ouvrage passionnant de Marcel Lachivert qui s'appelle Vins, vignes et vignerons en région parisienne. Il a beaucoup travaillé sur la Seine-et-Oise, mais aussi sur le département de la Seine. Et alors, donc fin 18e, on sait que par exemple à Bagneux, la vigne représentait 119 hectares sur un total de 490 hectares, c'est-à-dire 25%. Donc il y avait 25% du territoire qui était dévolu à la vigne, ce qui est quand même considérable. Alors parmi les communes, Méricourt, que je vous ai montré tout à l'heure, elle, c'était 50% de son territoire, et c'était une petite commune, enfin, plus petite que Bagneux quand même, donc la moitié de son territoire. Alors cette vigne, pendant la Révolution, elle a déjà beaucoup souffert, parce que il y a eu une famine des grains, et donc il était plus intéressant de cultiver des grains, donc on a arraché la vigne, la main-d'œuvre aussi était partie faire les guerres révolutionnaires, et donc il fallait bien la remplacer. Donc, vous voyez, les chiffres indiquent déjà, alors à Bagneux, je n'ai pas le chiffre pour cette époque-là, mais ailleurs, on sent déjà qu'il y a une baisse. Tout au long du 19e siècle, en fait, la vigne n'a cessé de baisser, et c'est en 1880-90 que le phylloxéra l'a achevé. En fait, ça n'est pas le phylloxéra qui l'a fait diminuer, elle était déjà en diminution parce que d'autres régions étaient spécialisées en vin et faisaient un meilleur vin, parce que le chemin de fer permettait aussi de s'approvisionner. Donc c'est le résultat d'une baisse générale. Et vous voyez à Bagneux, en 1901, il n'y a plus que 7 hectares, et puis c'est devenu résiduel, on va dire. Alors dans ce village qui avait un cellier troglodytique et un clocher troglodytique, j'ai trouvé aussi un pressoir, donc qui n'était pas à son emplacement d'origine parce que le malheureux ne pourrait pas trop fonctionner, mais un pressoir du XVIIIe siècle, donc qui est protégé au titre de monument historique. Voilà tous les celliers que je vous ai montrés. Et puis, quand on ne peut pas creuser dans le rocher, quand on est à Freneuse, qui est une autre commune de ce territoire, on creuse des celliers, comme vous le voyez ici, avec des escaliers extérieurs. Et ça aussi, c'est le cadastre napoléonien que vous voyez ici. Quand j'ai commencé à l'étudier, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces traits ici qu'est-ce que ça représente? En fait, ce sont des escaliers qui conduisent aux celliers. Donc aujourd'hui, la trace de la viticulture, en fait, c'est les celliers, essentiellement. Pour le reste, a disparu. Alors cette vigne, au XIXe siècle, elle a été remplacée par des cultures maraîchères et fruitières. En fait, c'était logique. On avait le marché parisien à côté, et donc on cultivait, à la place du raisin, on cultivait des vignes, des asperges par exemple, des petits pois, des acclamars, enfin tout ce que vous connaissez, qui a remplacé petit à petit et qui était d'un rendement intéressant. Et pour vous montrer encore un exemple de ce que le territoire peut raconter, donc voilà des murs que j'ai vus. Alors c'est à Maurecourt, donc cette fois-ci on est plus près, on est juste à côté d'Andrézy, pour situer près du confluent de l'Oise et de la Seine.
Et donc à Morcourt, en faisant l'inventaire, en arpentant le patrimoine, j'ai vu ces murs ici au milieu des champs, murs en ruine. Alors ils m'interpellaient parce que c'était pas vraiment des murs de clôture, c'est-à-dire qu'ils étaient au milieu du champ, mais ils ne fermaient pas le champ. Donc je suis allée voir de plus près, c'est l'intérêt de la chose. Voilà, je les ai vus, donc voilà ce qui sont de plus près, ce sont des murs très minces, on va dire, construits en moellon, enduits de chaux, et d'où émergent régulièrement des ossements. Donc voici un exemple ici, c'est des os de mouton, enfin à ce qu'on m'a dit, parce que je suis bien incapable de reconnaître un os de mouton ou autre chose. Mais donc régulièrement sont disposés des os de mouton. Et en réalité, donc c'était des murs qui étaient destinés, les os de mouton servaient à palisser. Alors qu'est-ce qu'on cultivait sur ces murs? Une activité tout à fait particulière. Donc voici encore un exemple de ce que j'ai pu retrouver. On cultivait en fait du chasselas. C'est-à-dire, Morcourt étant un village dévolu à la vigne, mais le vin ne devait pas être exceptionnel, étant donné que ce n'est pas un territoire de coteaux, mais c'est un territoire plutôt plat. Donc très vite, ils ont abandonné la culture de la vigne, et ils ont cherché quelle culture de la vigne pour le vin, ils ont cherché quelle culture pouvait être avantageuse, et c'est avéré que le chasselas, donc, dont la spécialité était un peu à Moissac, et Moissac, là on est au milieu du 19e siècle, le transport du raisin c'est encore compliqué. Donc dans l'île de France, il y avait deux grandes régions, il y avait une grande région productrice de chasselas, c'est Thomery, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, en Seine-et-Marne, et donc l'autre c'était Morcourt. Et de manière assez surprenante, c'était effacé de la mémoire locale. C'est-à-dire que quand on commence l'inventaire, on va rencontrer les gens comme l'a dit Laurence, et notamment la municipalité. Et on nous dit toujours, allez voir monsieur Untel, qui est le spécialiste du patrimoine. Et ce spécialiste du patrimoine que j'avais rencontré ne m'a pas parlé des raisins de Morcourt. C'était vraiment effacé de la mémoire. Alors qu'en réalité, donc il y a encore les murs. Il y avait alors ces raisins, donc ils étaient récoltés à l'automne, quand ils avaient atteint leur maturité. Et ensuite, ils étaient conservés dans des chambres noires, exactement comme à Thomery, pour pouvoir être vendus sur le marché parisien jusqu'au mois de mars.